Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, une partie de 1995 jouée entre Sarajevo et Medina. Le trait est au blanc et il faut être imaginatif. On vous invite à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même comment gagner avec les blancs et ensuite, lorsque vous remettrez en lecture, Romu va tout vous expliquer dans le moindre détail. On va essayer en tout cas. Donc, alors on va regarder un peu les signaux que nous envoie la position. On voit que les blancs ont un pion de plus déjà, et notamment un pion en E6 qui semble condamné, puisqu'il est attaqué 3 fois par la tour, le fou et la dame, alors qu'il n'est défendu qu'une seule fois. Donc le pion de plus semble temporaire, on va dire. Mais les pièces blanches sont relativement actives, notamment la dame F7 qui est très bien placée sur la 7e rangée, avec évidemment un œil sur le pion G7 qui lui-même est dans le viseur du fou B2. Alors bien évidemment, il y a un pion noir en D4 pour l'instant, mais on rêve que d'une chose, c'est d'ouvrir la diagonale de façon à faire vivre ce fou B2 et ainsi taper fortement sur le pion G7. Donc je viens de parler donc du fou B2 qui est très bien placé, et les noirs, eux, le roi en H8, ce qui est pas forcément une très bonne nouvelle pour eux, puisque lui aussi est dans le viseur du fou B2, donc c'est jamais très, très confortable comme position. Les deux tours sont plutôt bien placées, puisqu'elles sont sur la 8e rangée, donc elles défendent bien leur roi. Il y en a une qui donc tient en respect le pion E6, on l'a dit, et la tour en D8 semble plutôt bien placée derrière le pion D4 et défendant la tour en E8. Le fou en C8, lui, n'est pas développé, mais on l'a dit, attaque directement le pion E6, donc il menace de se réveiller très, très rapidement. Et chez les blancs, les deux tours ne sont pas développés pour l'instant. Donc peut-être qu'il va falloir à un moment donné les utiliser, mais pour l'instant on voit pas trop leur utilité. Et bien sûr, j'ai pas parlé de la dame noire en C4, qui semble plutôt bien placée, puisque elle attaque elle aussi le pion E6, elle soutient le pion D4, et en même temps dans le viseur de cette dame, il y a la dame F7. Donc le pion E6 semble vraiment condamné, puisqu'il ne peut pas avancer, sinon la dame blanche serait capturée en F7. Donc on a bien compris que les blancs ont besoin d'agir relativement vite, sinon les noirs vont capturer ce pion en E6 et se retrouver plutôt dans une situation confortable, avec toutes leurs pièces développées, des pièces assez actives, les deux tours bien placées, et certainement une bonne position. Donc l'urgence consiste à essayer d'exploiter l'activité de la dame F7, qui est, on l'a dit, bien placée sur la 7e rangée, avec notamment un œil sur le pion G7, qui lui n'est pas très bien protégé pour l'instant, il n'est protégé que par le roi. Et pour cela, il s'agit de faire intervenir le fameux fou B2. Et la meilleure façon d'ouvrir la diagonale de ce fou B2, c'est d'éliminer le pion D4 qui obstrue cette diagonale, en jouant donc fou prend D4. Aussi simple que ça. Simple que ça, mais pas si évident quand même. Non, pas si évident. Donc on comprend bien, il faut prendre D4, on a ouvert la diagonale, on menace maintenant G7, super, mais ce fou est quand même attaqué 2 fois, et il va falloir se poser quelques questions. Alors ce qui est le plus trivial, c'est que tour prend D4 ne fonctionne pas, car cette tour avait pour mission, tu nous l'as dit tout à l'heure, de protéger sa camarade sur E8, et donc après dame prend E8, on aurait tout simplement du matériel d'avance et une position écrasante pour les blancs. Bon, ça on va l'éliminer assez facilement. En revanche, on peut se poser la question de ce qui se passe après dame prend D4, car les noirs conservent leur force sur la 8e rangée, et finalement, il semble que les blancs aient fait un cadeau de façon un petit peu trop hâtive. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu là-dessus ? Alors, l'intérêt d'avoir fait fou prend D4, et donc après dame prend D4, en forçant, on va dire, dame prend D4, en tout cas en le rendant un coup intéressant, l'idée c'est que la dame noire n'est plus sur C4,
Et en C4, on l'a dit tout à l'heure, elle empêchait l'avancée du pion E6, puisqu'il y avait la dame F7 en ligne de mire. Donc ici, maintenant, le coup E7 devient disponible, et c'est le bon coup. Et c'est le coup qui va faire craquer la défense, puisqu'on attaque la tour D8, qui n'a pas de case à sa disposition pour continuer à défendre sa collègue en E8. Donc, si la tour donc venait à bouger, je ne sais pas, sur la colonne D, on va dire D5 par exemple, évidemment, les blancs feraient dame prend tour E8 et gagneraient du matériel et la partie avec. Donc le moins mauvais serait de laisser la tour D8 en place finalement et de jouer un coup du genre dame prend G4 par exemple. Mais après pion prend D8, tour prend D8, on aurait une qualité de retard, hein, c'est ça. Ouais, une qualité, et non seulement une qualité, mais également le roi noir est pas au top, on va dire, et donc par exemple après un coup comme tour E1, on peut imaginer l'arrivée de la tour sur E8, histoire ou sur E7, mais on va dire E8, histoire d'éliminer déjà la tour et de pointer encore un peu plus du doigt à la faiblesse de la 8e rangée et du roi en général, avec certainement une position gagnante sans trop de difficultés. Oui, donc finalement, on se rend compte que ce coup fou D4 était destiné en grande priorité à réveiller le fou, mais finalement, on jouait aussi sur une certaine surcharge des pièces noires, parce que la tour D8 devait défendre à la fois sa collègue sur E8 et le pion D4, et la dame sur C4 devait à la fois défendre le pion et clouer le pion E6. Donc il y avait quand même, mine de rien, une surcharge dans cette organisation des pièces noires qui semblait pourtant très, très correcte, très convaincante. Alors on a un dernier coup quand même à analyser, c'est le coup de la partie. Puisque les blancs menacent mat sur G7, ok, on a compris qu'on ne pouvait pas prendre ce fou sur D4, mais on a le droit de défendre notre pion G7, en disant notamment, tant que le pion E6 reste dans le viseur de plusieurs pièces noires, en cas d'élimination de ce pion, probablement les noirs pourront au moins essayer de s'accrocher. Oui, c'est la menace des noirs de récupérer le pion E6, et bon... Je ne dis pas que tout va bien une fois que le pion E6 est éliminé, mais en tout cas, ça serait une grosse épine retirée dans le pied des Noirs. Mais malheureusement pour eux, ici, le spectacle continue et les Blancs continuent de nettoyer la diagonale A1, H8 en jouant le coup fou prend G7, donc qui bien sûr fait échec, qui force la réponse adverse, donc tour prend G7 est évidemment obligatoire. Et là, toute l'idée du coup fou prend G7 est que justement on a attiré la tour sur G7, et quelle est la différence entre la case G7 et la case G8 pour la tour? C'est qu'en G8, elle défendait la tour D8, ce qui n'est plus le cas sur G7. Et par conséquent, il fallait avoir vu la petite pointe qui fait bien mal, E7. Donc là, c'est vraiment le feu d'artifice, puisque la dame est emprise non seulement par la tour, mais maintenant aussi par la dame C4. Hein, on le rappelle, le pion E6 était en apparence cloué par la dame C4. Et là, on emploie les grands moyens avec les blancs, et tout est bon pour avancer ce pion et attaquer la tour D8 pour menacer de faire une dame, en jouant le coup donc E7. Donc là, les noirs ont besoin d'un bon conseil. Alors, malheureusement pour nous... On va essayer de leur en donner, mais on sait d'avance qu'il ne va pas y en avoir. Ce qu'on comprend, c'est qu'en cas de prise de la dame, les blancs vont récupérer finalement tout ce qu'ils ont investi, voire même plus, en prenant une tour, et qui plus est, en transformant leur pion en dame. Ce qui nous fait penser, et ça ne nous le fait pas penser aujourd'hui, mais on le sait depuis longtemps, que lorsqu'on dispose d'un pion passé, on peut se permettre énormément de sacrifices, sachant que à l'arrivée, si notre stratégie est gagnante, on va récupérer au moins une dame et probablement plus sur le chemin. Donc, pour concrétiser un pion passé, on va dire, on peut se permettre d'envisager énormément d'investissements et de sacrifices. Une autre idée qu'on aurait pu avoir, c'est de renforcer la 8e rangée en jouant tour G8, mais là, tout simplement, la dame noire serait prise immédiatement. Donc finalement, il n'y a pas tellement d'alternatives, et c'est vraiment la puissance du pion passé qui ici est soulignée, malgré ce qu'on aurait pu penser, c'est-à-dire que les tours blanches manquaient à l'attaque. Ouais, mais grâce au fou, en fait, le réveil du fou, qui a permis de désorganiser l'armée noire, parce que au début, quand on a fait la description de la position initiale,
on avait plutôt l'impression que l'armée noire était plutôt bien coordonnée, avec les 2 tours qui se protégeaient, le fou en C8 qui était certes pas développé, mais qui attaquait le pion E6. La dame C4 était aussi bien placée parce qu'elle attaquait le pion E6 et elle le clouait. Donc on a l'impression que tout était en ordre chez les noirs, et il a suffi du réveil du fou B2 pour désorganiser complètement toutes les pièces et faire en sorte qu'elles ne se protègent plus aussi bien qu'au début. Et donc après le fou prend D4 et notamment après fou prend G7, on a vu notamment que les 2 tours ne se protégeaient plus, et ça a permis cette avancée du pion jusqu'en E7 et avec des menaces de promotion et avec récupération du matériel en plus qui fait pencher la balance du côté des blancs. Exactement. Merci Romu pour cette belle présentation. On a bien compris la puissance du pion passé grâce à cet exemple. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'hésiterez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à échanger avec nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et on vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.